Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la thématique du vide en architecture, et ce, sous trois angles différents. Le premier, ça sera l'angle du terrain, du site. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce dernier? Est-ce qu'il existe vraiment un site vide où on peut faire ce qu'on veut? Deuxième point, ça sera plutôt de l'espace concret. On va parler de différents procédés, dont des procédés auxquels je pensais, qui reviennent un peu à la mode aujourd'hui, que j'aime bien. Euh, et en troisième, on va parler du vide au sens psychologique du terme. Ça va être un bon épisode, accrochez-vous. Donc, première partie, si on parle du vide au niveau du terrain. Généralement, la première impression qui nous vient quand on parle d'un terrain, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, quand on voit un espèce de terrain vague, on passe à du vide. On pense qu'il n'y a rien. Et en fait, cette idée-là, pour moi, est totalement fausse. Un site, aussi simple soit-il, est rempli d'opportunités, mais aussi de contraintes. Et selon moi, les contraintes sont ce qui permet de produire une architecture qui fait sens et surtout une architecture utile. Donc, même si votre site est un terrain plat, qu'est-ce qui peut influencer votre architecture? Pour les plus vétérans d'entre vous, je sais que ça peut vous paraître basique, mais de temps en temps, c'est quand même intéressant de revoir les bases. Donc, quelles sont les contraintes de ce genre de site? Eh bien, elles sont multiples. Les plus importantes seraient déjà le positionnement du soleil ou de la course du soleil. Où est-ce que le soleil se lève? Où est-il à midi? Et où est-ce qu'il se couche? Et avec cette course du soleil, ce qui est super important aussi, c'est de vérifier les angles du soleil par rapport au niveau du sol. En fait, où est-ce que le soleil se positionne en hiver? Et où est-ce que le soleil se positionne en été? Ce genre de choses déjà peut informer grandement la manière dont vous allez concevoir votre bâtiment. Et vous ne pouvez pas commencer à concevoir sans l'autre information qui va de pair avec la course du soleil, à savoir le climat. Est-ce que vous construisez dans une région humide, dans une région sèche, un climat chaud, un climat froid? Parce que du coup, vous n'investirez pas l'espace de la même manière. Pour un climat froid, vous allez préférer une absorption maximale du soleil en hiver et en été, parce que du coup, il n'y aura pas énormément de variations. Mais dans un climat chaud, là, la stratégie, elle est totalement différente. Là, ça va vous informer sur différents procédés techniques. On peut penser à des façades en double pot, avec une première façade qui filtrera le soleil, et qui lui permettra de projeter des ombres à l'intérieur, créer une ambiance différente, mais surtout permettre une espèce de régulation technique et de contrôler l'entrée du soleil à l'intérieur du bâtiment. Est-ce que vous allez utiliser un toit plat ou un toit en pente? Est-ce que ce toit, il va déborder ou pas? Est-ce que vous voulez cacher l'entrée du soleil? Est-ce que vous voulez que le soleil ne rentre qu'en hiver? Tout ça, c'est des questions qui sont super importantes et vous voyez que déjà, on se pose énormément de questions rien qu'avec un site très plat. Ce qui est aussi intéressant, et ça devient un peu plus technique et ça sort peut-être un peu du paradigme de notre métier, c'est la question du vent. Est-ce que le site est soumis à des vents forts ou est-ce que, au contraire, il peut être protégé? Parce que, par exemple, si vous construisez au bord d'une falaise, la force du vent ne sera pas la même que si vous êtes dans une plaine, mais entouré de collines qui cassent justement les différents courants du vent. Et donc ça va aussi informer la manière dont vous allez concevoir votre structure. Alors, et ça c'est ce que j'ai appris dans le métier aujourd'hui. Aujourd'hui, l'architecte, il ne s'occupe pas de tous les aspects du bâtiment. L'architecte est là pour réfléchir de manière spatiale, de trouver des solutions au programme que soit il a mis au point, soit il lui a été imposé par son client, la maîtrise d'ouvrage. Et donc, l'architecte, au cours de son métier, va faire de plus en plus appel à différents corps d'expertise, à des gens qui sont experts dans leur milieu. Donc des experts en structure, les fameux ingénieurs, des experts en sécurité incendie, des experts en des géomètres qui vont nous donner le dessin précis du site, de sa topographie. Donc cette compréhension du vide au sens du site, elle est primordiale. Parce que nous, ce qu'on veut éviter le plus possible, c'est la prolifération des bâtiments copier-coller.
et c'est vraiment quelque chose que personnellement je déteste. Surtout quand on voit certains immeubles d'habitation qui sont un produit, un plan qui a déjà été fait, qui peut s'inscrire à peu près partout et qu'on revoit à peu près, n'importe où, copier-coller. On voit ça, par exemple, dans les banlieues françaises avec les fameuses maisons Phénix, où on prend un terrain, on fait copier-coller, copier-coller, copier-coller et tout se ressemble et tout devient ennuyant. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on veut pas faire, c'est de l'architecture ennuyante. Donc, pour ne pas le faire, la première étape justement, c'est de s'intéresser à tous ces éléments qui forment votre environnement. Parce que bien sûr, quand ça devient plus extrême comme environnement, là d'un coup, c'est beaucoup plus clair. Si on a une topographie marquée, c'est-à-dire que on a des pentes, on a des creux, on a peut-être, je sais pas moi, une carrière en dessous, comme sur l'un de mes projets, je vous montrerai une image que vous verrez sous peu, si vous regardez la vidéo. Donc, tout ce genre de choses va fortement, déjà limiter nos options et c'est une bonne chose et surtout informer le type d'architecture qu'on veut faire. Bien sûr, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on peut choisir de faire table rase sur le site, on met notre bloc de béton, il est carré, on est content et puis voilà, hein, l'environnement, on n'en a rien à faire. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de changer, je pense et je pense que vous-même, si je vous dis ça, vous, commencez à sentir une espèce de boule qui se forme dans votre ventre en mode: «Non, non, moi je veux absolument pas ça». Donc le vide, pour moi, n'existe pas et l'architecture commence par l'étude du site et une fois que vous avez étudié le site, bah, là, vous devez mettre en place votre programme et on passe au deuxième aspect du vide dont je voulais vous parler, c'est comment on va investir l'espace. Quels usages vont habiter dans l'espace? Je sais vraiment pas comment bien le dire. Comment on va investir l'espace? Quels usages et comment les usages attendus, c'est-à-dire pourquoi on va utiliser ce bâtiment, pourquoi on le construit, et ben, comment est-ce qu'ils vont informer la conception architecturale? Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce que des fois, vous vous asseyez devant votre carnet, votre planche de dessin, votre fichier AutoCAD, même si je vous déconseille de travailler uniquement sur AutoCAD, apprenez à dessiner, c'est important. On a toujours ce syndrome de: «Bon, je commence par faire quoi?» Alors il y a plusieurs méthodes, il y en a qui commencent à faire des bulles, il y en a qui commencent à dessiner directement sur AutoCAD les surfaces attendues en mètres carrés et essayer de les implanter brique par Lego. Et franchement, c'est là que ça devient un peu compliqué. Mais si vous avez étudié votre site, eh bien déjà vous savez que certaines pièces, par exemple, si on prend l'exemple d'une maison, on sait que certaines pièces, par exemple la chambre à coucher, bah, mon client veut que le soleil le réveille tous les matins. Donc on sait que les chambres seront plus à l'est, par exemple, et que les pièces de vie, il me dit par exemple: «Écoute moi, pendant la journée, je vais pas avoir trop de soleil, mais par contre j'adore voir le coucher de soleil assis sur mon canapé tous les jours avec ma piscine en réflexion». Très bien. Donc là, on peut déduire 2 choses du programme et des envies du client. Où est-ce qu'il comment il veut se réveiller, mais surtout comment est-ce qu'il veut passer ses fins de journée. Donc son salon, l'espace où il veut s'asseoir sur son canapé et regarder le coucher de soleil, doit être orienté plein ouest. Comme ça, il peut voir ce coucher de soleil et vous voyez déjà que avec le site, mais aussi avec les demandes du client, avec le programme, avec les contraintes d'un usage, on peut déjà en fait, l'espace, il est déjà fait. Vous voyez, c'est comme un sculpteur qui voit son bloc de marbre. Eh bien, en général, il a déjà la vision de ce qu'il va sculpter. Il se dit: «Ma sculpture est déjà à l'intérieur. Tout ce que je fais, c'est le révéler» et je pense que cette approche du vide, cette approche de l'architecture, cette approche du programme, eh bien, c'est comme un sculpteur. On ne fait que révéler ce qui est possible dans le site. On trouve une solution spatiale qui nous permet de dire: «Là, on ne peut faire que ça». Et ça permet de mettre en place énormément de choses. Et c'est pas les seules questions qu'on doit se poser, parce que dans ce salon, on peut avoir 14 000 options différentes, parce que peut-être que lui, c'est quelqu'un qui veut recevoir.
Et peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien être actif dans son quotidien. Donc c'est quelqu'un qui aime bien être actif dans son quotidien, qui aime bien monter des escaliers, en descendre. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être aussi l'occasion de rajouter des choses qui sont perdues aujourd'hui, comme les conversation pit ou les puits de conversation, mais je trouve que le nom en français est pas si stylé que ça. Tu vois, on peut jouer avec les différences de niveau. Ça peut être des demi-niveaux, ça peut être peut-être qu'il veut vénérer le coucher de soleil et que du coup, on fait un espèce de plateau qui est surélevé et c'est vraiment genre le nerf de ton bâtiment. Enfin, les possibilités sont infinies. C'est pas parce qu'on se pose des contraintes et en fait, c'est quand même intéressant que quand je parle du vide, bah, tout de suite, je pense aux contraintes parce que ces contraintes-là, elles sont là pour nous orienter vers un champ des possibles et je trouve qu'un architecte qui arrive à jouer et ne pas être victime de ces contraintes et c'est quelque chose que j'ai vu dans ma carrière professionnelle, notamment au niveau des normes de sécurité incendie, au niveau des normes d'habitation, au niveau des normes d'évacuation ou encore la réhabilitation et ben, jouer avec ces contraintes et réussir à les adapter, les intégrer dans sa conception, c'est ce qui nous permet de produire des bâtiments ultra intéressants. Et cette question du vide dans l'espace, elle me fait penser aussi à un architecte que j'aime beaucoup, même si je sais que parler des modernes en ce moment, c'est pas vraiment à la mode, mais il y a un architecte que j'adore et qui a beaucoup influencé mon architecture, c'est Mies van der Rohe. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter ce livre. C'est ces petites collections, elles sont pas très chères, elles sont à 10 € chez Taschen, qui vous font des présentations sur les œuvres d'architectes et d'artistes connus. Et ce que j'adore avec lui, c'est que lui, il a compris que le vide ou l'espace peut être sculpté de manière extrêmement minimale. En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans ma pratique de l'architecture. C'est cette question de tu dessines un trait, ça fait déjà un espace. Tu dessines 2 traits, tu as de nouveau un espace. Et c'est cette manière de se dire que l'espace n'a pas besoin d'être défini de manière complexe, mais peut être défini par un, 2 ou 3 éléments. Des éléments qui sont même pas capables de se toucher et ça me fait penser, peut-être que je vais dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est une vidéo pour vous permettre de retrouver un peu d'aspiration, d'avoir un peu plus de créativité, de se rendre compte que même si cette profession est compliquée et difficile, elle est quand même passionnante dans le nombre de solutions qu'on peut trouver et voilà ce que le vide, pour moi, peut inspirer à l'intérieur d'un espace. Le vide, il peut être conditionné par un, 2 ou 3 murs. Le vide peut être conditionné par les usages, en fait. Qui c'est qui va vivre à l'intérieur? Pour qui est-ce que vous construisez ce bâtiment? Comment les gens vont les utiliser? Et ça, c'est une question, mais qui est tellement complexe, parce que comment les gens utilisent un espace? Eh ben, ils vont jamais l'utiliser de la manière dont on va les attendre. Un exemple parfait de ça, c'est l'architecture brutaliste et le parcours. Je pense qu'aucun architecte n'a prévu que les gens s'amuseraient de sauter de bâtiment en bâtiment ou escalader leurs façades ultra sculptées, ultra brutalistes. Et ben ça, on ne peut pas prévoir les choses. Ou par exemple une place de marché. Quand on regarde des places de marché, elles ne sont pas prévues pour. Par exemple, en France, on a les halles. Et les halles, en général, c'est une toiture pour protéger des intempéries, bah, les poteaux de la charpente qui conditionnent à peu près l'espace, et c'est tout. Le reste, en fait, les architectes ou bien les bâtisseurs, dans le cas des halles, comprenaient que l'usage va venir investir, enfin que de laisser du vide aux usagers leur permettrait d'investir l'espace comme ils veulent. Donc ça pose la question de, en fonction de pour qui est-ce qu'on construit le bâtiment et pourquoi le bâtiment va être construit, c'est là qu'on sait si on va devoir mettre en place des pièces ultra fermées, dont l'utilisation est ultra précise, comme un laboratoire ou une bibliothèque. Là, on a forcément besoin de rangement, on a besoin de gaines spéciales pour l'aération si c'est un laboratoire de biochimie, ce genre de choses. Là, on a besoin d'un espace contraint, régulé, contrôlé. Mais dans le cas d'un marché, dans le cas d'une salle de danse, dans le cas d'une salle polyvalente, eh bien là, l'ingéniosité, c'est de apprivoiser le vide, donner du vide pour que les gens puissent l'investir comme ils veulent. Et c'est une leçon qui est super importante, c'est l'humilité de l'architecte. Effectivement,
On a cette intelligence de concevoir dans la spatialité. Mais on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas prévoir la vie. Même si vos profs vous disent: «Oui, vous êtes Dieu». On m'a sorti ça, quand j'étais étudiant, c'était assez marrant d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on garde une certaine humilité de se dire que, en fait, la manière dont vont vivre les gens va fortement influencer l'espace qu'ils investissent. Même si on donne le cadre de cette vie, eh bien, le résultat final ne dépendra que de leurs usagers. Parce que nous, on s'arrête à la conception, on s'arrête au suivi de chantier et une fois que le bâtiment est livré, le bâtiment ne nous appartient plus. L'idée du bâtiment nous appartient. La conception nous appartient. Mais ce que vont en faire les gens, ça ne nous appartient pas. Donc le vide demande une certaine sagesse, une certaine humilité, de savoir quand est-ce qu'il faut le contrôler et quand est-ce qu'il faut le libérer. Quand est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une cour intérieure qui a un vide au milieu d'une maison? Ou quand est-ce que là, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose de super optimisé, par exemple une cabine dans les bois. Aussi simple que ça. Moi, c'est les idées qui me viennent en tête. Et là, on va passer au troisième point, qui est le point un peu plus psychologique de la vidéo, la peur du vide. Et je ne parle pas de la peur du vide comme je parlerai du vertige, mais plutôt la peur de créer, la peur de commencer, la peur de se lancer, la peur de s'exposer, la peur de commencer son travail. C'est quelque chose qui personnellement m'a paralysé, de nombreuses fois. Mais c'est aussi quelque chose cette peur-là est quelque chose d'extrêmement révélateur. Parce que lorsque vous procrastinez, lorsque vous avez ce syndrome de la page blanche, lorsque vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi créer, eh bien, c'est là où vous pouvez le plus en apprendre sur vous-même. Pourquoi est-ce que vous avez peur de commencer? Parce que moi, je pense que c'est très lié à la peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur de commencer? Pourquoi est-ce que vous avez peur de commencer à dessiner de commencer à dessiner tout court? Pourquoi est-ce que vous avez peur de faire votre conception, d'aller au bout de vos idées? Peut-être c'est parce que vous vous êtes fait réprimander lors d'une correction de manière assez sauvage. Peut-être parce que vous pensez que vos idées ne sont pas assez bonnes. Peut-être parce que vous pensez que il faut se restreindre en architecture, sinon on va aller dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et en fait, ce vide-là, c'est une occasion pour moi et ça devrait être une occasion pour vous. C'est une occasion d'être courageux. C'est une occasion de faire le premier pas et c'est vraiment la chose la plus difficile qu'on ait à faire en règle générale. Pour moi, surmonter le vide, c'est commencer à créer sans attendu. C'est-à-dire que vous vous sentez paralysé, vous devez commencer un projet, vous êtes là en mode: «Purée, j'en peux plus, c'est tellement dur, j'ai tellement de trucs à faire, il faut que je pense à tellement d'éléments différents, je ne sais pas par où commencer». Allez regarder un mur pendant 10 minutes, je rigole pas. Allez regarder un mur pendant 10 minutes, essayez de faire le vide dans votre esprit et surtout, allez créer quelque chose de nul, de pourri, de dégueulasse. En fait, commencez à dessiner et juste gribouiller. Vous en foutez si c'est beau, vous en foutez si c'est bien, vous en foutez. Créez sans attendre. Un petit truc, genre un dessin de 5 minutes et en fait, ce qui va se passer et ce que je trouve génial dans la création justement, bah, par exemple, regardez, moi cette vidéo, j'avais beaucoup d'appréhension à la filmer parce que ça fait un moment que j'ai pas posté pour plusieurs raisons et en fait, le simple fait de d'appuyer sur record et de me dire: «OK, je vais commencer à parler devant la caméra, je vais dire n'importe quoi et on verra où ça va m'amener» et bah, là d'un coup, mon cerveau s'est activé. J'ai pu vous produire, j'espère, un épisode qui vous aura soit appris deux trois trucs, soit rappelé les bases. Mais là, je me sens créatif. Là, je sens que je peux continuer, que je peux filmer encore pendant 3 4 heures et basta. Et ça c'est super important. Et c'est la même chose quand vous concevez de manière architecturale. C'est-à-dire que le petit gribouillis, bah, vous allez commencer à gribouiller une idée qui vous trotte dans la tête. Vous allez dire: «Ah, tiens, ce petit détail-là est pas mal. Ah ouais, j'aimerais bien explorer, il y a cette référence que j'avais vue il y a pas longtemps, j'aimerais bien l'explorer». Et en fait, c'est affronter la peur du vide, c'est avoir le courage de faire des petits pas, de marcher.
Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous êtes bloqué, quand vous êtes bloqué par le vide, quand vous ne savez pas où donner de la tête, commencez simple, commencez facile, faites exister les choses, rendez-les bien après. Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu spécial de Parlons d'architecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce qui vous a plu, si vous voulez que je continue d'aborder des sujets un peu plus abstraits comme celui-là. En tout cas, si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un like sur YouTube et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 5 étoiles sur, Apple Podcasts, 5 étoiles sur Spotify. Vous avez été géniaux sur les plateformes de streaming audio. J'espère que cette vidéo va marquer le retour d'une régularité sur cette chaîne. En tout cas, on verra. C'était Hannes. Je vous dis à la prochaine pour la suite.